Ma femme infidèle est tombée enceinte après un rendez-vous secret avec 4 hommes et a prétendu que j'étais le père. J'ai pris une vengeance épique. Ce n'est pas Ebola. Ce sont les conséquences de ta trahison. D'après mon expérience, les bannières de bienvenue ne sont que le prélude à un désastre. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Tessa a insisté pour en accrocher une sur notre Porsche, comme une aspirante Martha Stewart de banlieue. Ma femme, le docteur Tessa Ellery, spécialiste des maladies infectieuses et, apparemment, experte pour ramener à la maison plus que de simples connaissances médicales de sa mission humanitaire de 3 mois en Afrique de l'Ouest. Je suis Nick Ellery, 41 ans, ancien marine devenu chef de la sécurité informatique de l'hôpital. Je répare des ordinateurs, surveille les flux des caméras et, occasionnellement, poursuis des idiots qui pensent que voler du matériel médical est un plan de carrière génial. C'est un travail honnête qui paie les factures et me maintient assez proche du Riverside général pour déjeuner avec ma femme entre ses sauvetages de vie et ma prévention des catastrophes numériques. Ou du moins, c'est comme ça que les choses fonctionnaient avant. La bannière flottait dans le vent d'octobre alors que je garais la voiture dans notre allée, les bras chargés des courses pour le dîner de bienvenue de Tessa. Maddie, notre fille de 15 ans, avait hérité de la langue bien pendue de sa mère et de ma nature méfiante. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés. Papa, maman a une mine affreuse. Genre, vraiment affreuse. Elle vient de passer 3 mois en Guinée rurale à soigner des patients atteints d'Ebola, ma grande. Sois indulgente. Will, notre fils de 13 ans, est apparu derrière sa sœur, serrant sa Nintendo Switch comme un doudou. Elle n'arrête pas de vomir depuis ce matin, et elle regarde son téléphone toutes les 5 secondes. Les enfants remarquent tout. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. J'ai trouvé Tessa dans notre chambre, assise sur le bord de notre lit king size, la tête entre les mains. Même malade, elle était belle. Ses cheveux auburn relevés en un chignon désordonné, des yeux verts à faire s'arrêter la circulation, et ce genre de sourire qui m'avait convaincu de la demander en mariage après 6 mois de relation. Aujourd'hui, cependant, on aurait dit qu'elle avait été heurtée par un manuel de médecine. Salut, ma belle. Le vol a été rude? Elle a levé les yeux et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. La peur? La culpabilité? Avant que je puisse l'analyser, elle était dans mes bras, sanglotant contre ma poitrine. Nick, je dois te dire quelque chose. Je pense que j'ai pu être exposé à quelque chose en Guinée. J'ai des symptômes. Un frisson m'a parcouru. Ebola, Marburg, une douzaine d'autres fièvres hémorragiques qui pouvaient vous tuer en quelques jours. Quel genre de symptômes? Fièvre, nausée, fatigue, et, elle s'est reculée, incapable de croiser mon regard, point quelques autres choses. Je dois aller à l'hôpital ce soir. J'ai fait jouer toutes mes relations pour que Tessa soit examinée immédiatement au Riverside général. Le docteur Patricia Hendricks, chef des urgences et l'une des plus proches collègues de Tessa, s'est personnellement occupé d'elle. En moins d'1 heure, Tessa était en isolement pendant qu'on lui faisait une batterie de tests. Nick, essaie de ne pas paniquer, m'a dit le docteur Hendricks, me trouvant en train de faire les 100 pas dans la salle d'attente des familles. Ces symptômes pourraient être n'importe quoi, le stress, l'épuisement, un simple virus. Mais les médecins n'isolent pas les patients pour de simples virus. J'ai passé la nuit dans cette salle d'attente à boire un café infâme et à regarder CNN répéter les mêmes informations en boucle. Maddie et Will sont restés chez ma sœur, se demandant probablement si leur mère allait mourir d'une maladie africaine exotique. À 6 heures du matin, le docteur Hendricks m'a retrouvé. Son expression était indéchiffrable. Nick, nous devons parler en privé. Elle m'a conduit dans une petite salle de consultation qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Le genre de pièce où les médecins annoncent des nouvelles qui changent une vie. La bonne nouvelle, c'est que Tessa n'a ni Ebola ni aucune fièvre hémorragique. La mauvaise nouvelle est plus compliquée. À quel point compliquée? Elle a la chlamydia et la gonorrhée. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pendant un instant, je n'ai pas pu assimiler ce qu'elle venait de dire. Puis la réalité s'est effondrée sur moi comme un immeuble qui s'écroule. C'est impossible. Nous avons été fidèles. J'ai été fidèle. L'expression du docteur Hendricks était d'une sympathie professionnelle. Nick, je suis désolé. Les tests sont formels. Ces infections ont été transmises par contact intime. Ma femme depuis 16 ans, la mère de mes enfants, m'avait trompé alors qu'elle était censée sauver des vies en Afrique.
Elle était en fait occupée à détruire notre mariage. Depuis combien de temps les a-t-elle? D'après la progression, je dirais qu'elle a été infectée au cours des 2 ou 3 derniers mois. Pile au moment où elle est partie pour la Guinée, ou peut-être après son arrivée. Bon sang, peut-être qu'elle n'est même jamais allée en Guinée. Je suis resté assis dans cette pièce stérile pendant 20 minutes à fixer la fiche de motivation sur le mur, chaque jour est un nouveau départ. Quelle foutaise. Quand je me suis enfin levé, je me sentais différent, plus vieux, plus en colère, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et réarrangé mes organes. J'avais besoin de réponses, et je savais exactement qui appeler. Mason Gray ressemblait exactement à ce qu'il était, un ancien flic devenu détective privé qui en avait trop vu et bu trop peu de café pour se soucier des convenances sociales. Son bureau, au-dessus du Murphy's Tavern, sentait la cigarette et la déception. Mais il avait la réputation de trouver la vérité là où la plupart des gens avaient peur de regarder. Alors, ta femme a ramené plus que des médicaments contre le paludisme de son aventure africaine, a dit Mason, allumant sa 4e cigarette depuis que j'avais commencé à parler. Tu veux que je découvre qui, quoi, quand et où? Je veux tout savoir, chaque détail, chaque mensonge. Ça va te coûter. La vérité a toujours un prix. J'ai fait glisser une enveloppe sur son bureau. Il y a 500-0. Trouve-moi la vérité, et il y en aura 5000 de plus. Mason a ouvert l'enveloppe, a compté les billets et a souri. Nick, mon ami, tu viens de t'offrir une place au premier rang pour le spectacle de merde. Pendant que Mason commençait son enquête, je devais trouver comment gérer les choses à la maison. Tessa était traitée avec des antibiotiques et serait libérée dans quelques jours. Les enfants pensaient qu'elle avait un virus africain exotique mais traitable. Je les ai laissés continuer à le penser. Le plus dur était de prétendre que tout était normal. J'allais au travail, surveillais les caméras de sécurité et réglais les problèmes de réseau pendant que mon mariage implosait au ralenti. Mes collègues à l'hôpital me traitaient avec la sympathie prudente réservée aux membres de la famille des patients, ne sachant pas que j'étais en réalité la victime d'un type d'infection complètement différent. 3 jours plus tard, Mason a appelé. Nick, tu dois venir à mon bureau. Et tu ferais bien d'apporter une bouteille de quelque chose de fort. J'ai trouvé Mason entouré de photographies, d'impressions d'ordinateur et de ce qui ressemblait à du matériel de surveillance. Son expression était sombre. Ta femme n'est jamais allée en Guinée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le docteur Tessa Ellery a passé exactement 0 jours à soigner des patients atteints d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle a passé 3 mois à Portland, Oregon. A créché avec le docteur Owen Grant du service de cardiologie. Owen Grant. Je le connaissais. Arrogant, bel homme, marié et père de 2 enfants. Le genre de médecin qui portait des costumes chers et conduisait une BMW comme si c'était un dispositif médical. Comment le sais-tu? Mason a fait glisser une pile de photographies sur son bureau. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurants et des photos qui m'ont retourné l'estomac. Tessa et Owen dans des restaurants, se tenant la main à des tables éclairées à la bougie. Tessa et Owen entrant dans des chambres d'hôtel. Tessa et Owen faisant des choses qui n'étaient certainement pas couvertes par sa licence médicale. Il y a plus, a dit Mason. Ta femme n'avait pas seulement une liaison. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Il m'a montré des impressions de SMS, de publications sur les réseaux sociaux et de dossiers financiers. Tessa était impliquée dans un groupe de professionnels de la santé qui organisait ce qu'ils appelaient des séminaires de formation continue. En réalité, c'étaient des fêtes libertines élaborées pour les médecins, les infirmières et d'autres membres du personnel hospitalier. Le tout était organisé par le docteur Alexis Voss, du service de psychiatrie. Elle organise ces fêtes depuis 2 ans, ciblant les professionnels mariés en quête de sensations fortes. Ta femme a été recrutée il y a environ 4 mois. Le docteur Alexis Voss. Je la connaissais aussi. La mi-trentaine, blonde, avec ce genre de sourire prédateur qui poussait les hommes intelligents à faire des choses stupides. Elle était spécialisée en thérapie de couple et avait un cabinet privé qui s'adressait à l'élite médicale de Riverside. Donc, Tessa n'a pas seulement trompé. Elle a rejoint un club de libertinage. Ça s'améliore, ou ça empire, selon ton point de vue. Le groupe conserve des dossiers détaillés. Photos, vidéos, arrangements financiers. Une assurance, si tu veux. Mason m'a tendu une clé USB. Tout est là-dessus. Nom, date, lieu, dossier financier.
Ta femme paie des frais d'adhésion et participe à ce qu'ils appellent des activités de développement professionnel depuis des mois. J'ai regardé la clé USB comme si c'était un serpent venimeux. Combien de personnes sont impliquées? 43 professionnels de la santé de 5 hôpitaux différents, y compris certains noms qui feraient la une des journaux si ça venait à se savoir. J'ai empoché la clé et je me suis levé. Mason, tu as mérité ta prime. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais diagnostiquer le problème et prescrire le traitement approprié. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau à la maison pendant que Tessa, à l'étage, dormait sous l'effet de ses antibiotiques et que les enfants regardaient Netflix dans le salon. J'ai ouvert la clé USB et j'ai commencé à lire. Ce que j'ai trouvé m'a donné la chair de poule. Tessa n'avait pas seulement trompé, elle l'avait documenté. Des photos de chambres d'hôtel, des captures d'écran de conversation par SMS avec d'autres participants, des dossiers financiers montrant qu'elle avait dépensé plus de $8000 de notre argent pour sa formation continue. Mais le pire a été de lire ces messages à Owen et aux autres. Elle parlait de moi comme si j'étais un obstacle ennuyeux à sa soi-disant liberté. Nick est si prévisible, avait-elle écrit. Les militaires sont tous les mêmes. Aucune imagination. Aucune imagination. On allait voir ça. J'ai passé les 2 heures suivantes à créer un dossier complet. Nom, visage, poste dans divers hôpitaux, dossier financier et suffisamment de preuves photographiques pour détruire des carrières et des mariages dans toute la communauté médicale. Puis j'ai commencé à passer des appels. Julia Grant a répondu à son téléphone à la 3e sonnerie. J'avais rencontré la femme d'Owen lors d'événements sociaux de l'hôpital. Calme, intelligente, le genre de femme qui remarquait tout mais disait peu. Parfaite pour ce que j'avais en tête. Julia, c'est Nick Ellery, le mari de Tessa. Je dois vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose à propos de nos conjoints. Silence. Puis, je me demandais quand vous appelleriez. Nous nous sommes rencontrés au Riverside Park le lendemain matin. Julia a apporté du café et un dossier en manille assez épais pour étouffer un cheval. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, comme quelqu'un qui se préparait à la guerre. Depuis combien de temps le saviez-vous, ai-je demandé. 6 mois. Owen a été négligent avec les mots de passe de son téléphone. Elle a ouvert son dossier et m'a montré des impressions qui faisaient passer l'enquête de Mason pour un travail d'amateur. J'ai tout documenté. Julia avait des relevés bancaires montrant les paiements d'Owen à la société de conseil du Dr Voss, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit et des photographies qui auraient fait pleurer de joie un avocat spécialisé en divorce. Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté? Parce que je voulais d'abord comprendre l'ampleur du problème. Et parce que j'espérais que ça s'éteindrait tout seul. Elle a siroté son café et a regardé à travers le parc. Je me suis trompé. Nous avons passé 2 heures à comparer nos notes et à dresser un tableau complet de ce que nos conjoints avaient fait. Les séminaires de « formation continue » étaient des affaires élaborées organisées dans des complexes hôteliers coûteux. Les participants payaient des frais d'adhésion, assistaient à des ateliers sur l'amélioration des relations et s'engageaient dans ce que les organisateurs appelaient du « réseautage professionnel ». Il ne s'agit pas seulement de proximité, a expliqué Julia. Il s'agit de pouvoir. Ces gens tirent leur plaisir du secret, du risque, du sentiment de faire partie de quelque chose d'exclusif. Combien de personnes sont au courant de ça? Plus que vous ne le pensez. Les ragots d'hôpital voyagent vite, surtout quand il s'agit de médecins qui se comportent mal. La moitié du personnel infirmier sait que quelque chose se passe. Cela m'a donné une idée. Julia, que diriez-vous de rendre cela public? Vous voulez dire les exposer. Je veux dire les détruire. Professionnellement, socialement, financièrement. M'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personnes ils sont vraiment. Julia a souri pour la première fois depuis que je la connaissais. Nick, je pense que nous allons être de très bons amis. Au cours de la semaine suivante, nous avons élaboré un plan qui aurait impressionné des stratèges militaires. Julia s'est occupée de l'enquête financière, suivant les pistes d'argent et documentant les dépenses. J'ai utilisé mon accès à l'hôpital pour recueillir des informations sur les activités professionnelles des participants et les violations potentielles de l'éthique. Pendant ce temps, Tessa est rentrée à la maison et a essayé de faire comme si rien n'avait changé. Elle racontait aux enfants des histoires élaborées sur son séjour en Afrique, avec de fausses photos qu'elle avait téléchargées sur des sites d'organismes de bienfaisance médicaux. Elle cuisinait mes plats préférés, m'achetait des cadeaux coûteux et essayait d'initier une intimité comme si nous étions encore un couple heureux.
J'ai joué le jeu. J'ai souri, j'ai dit merci et j'ai agi comme le mari dévoué qu'elle avait trahi. Mais à l'intérieur, je planifiais sa destruction avec la précision méthodique que j'avais apprise chez les marines. La percée est venue quand Julia a découvert que le docteur Voss faisait chanter certains des participants. Les photos et vidéos, d'assurance, n'étaient pas seulement pour le plaisir. C'était un moyen de pression. Voss extorquait de l'argent aux participants mariés qui voulaient quitter le groupe ou menaçaient d'exposer l'opération. Elle les a saignés financièrement, a dit Julia, me montrant des dossiers financiers lors d'une de nos réunions café. Certaines personnes lui ont payé plus de 50 000 $ pour qu'elle se taise. Y compris Tessa. Surtout Tessa. Ta femme paie Voss 2 000 $ par mois depuis 4 mois. 8 000 $ de notre argent envolé. De l'argent que nous avions économisé pour les études des enfants, pour notre retraite, pour la vie que nous construisions ensemble depuis 16 ans. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il était temps de déclencher la guerre. J'ai commencé par l'administration de l'hôpital. Un certain docteur Richard Hartwell, le chef du personnel, était un administrateur à cheval sur le règlement qui prenait les violations de l'éthique au sérieux. J'ai demandé une réunion privée et je lui ai présenté une version soigneusement éditée de mes preuves. Docteur Hartwell, j'ai découvert ce que je crois être une grave violation de l'éthique professionnelle impliquant plusieurs membres du personnel. Je lui ai montré des dossiers financiers, des photographies et la documentation de l'escroquerie de la formation continue. J'ai pris soin de présenter cela comme un employé concerné signalant une faute potentielle, et non comme un mari trahi cherchant à se venger. Le visage du docteur Hartwell a changé plusieurs fois de couleur en examinant les preuves. Monsieur Ellery, c'est extrêmement grave. Si ces allégations sont exactes, nous sommes face à de potentielles violations de licence, des manquements à l'éthique et une possible activité criminelle. Je pensais que vous devriez savoir avant que cela ne devienne de notoriété publique. De notoriété publique? Docteur, cela concerne plus de 40 professionnels de la santé de plusieurs hôpitaux. L'histoire finira par sortir. La question est de savoir si le Riverside General prend les devants ou se fait enterrer par elle. En 24 heures, l'hôpital avait lancé une enquête interne. En 48 heures, la nouvelle avait fuité auprès du personnel infirmier, des assistantes administratives et des équipes de maintenance. Les réseaux de ragots de l'hôpital font passer la CIA pour des amateurs. Le vendredi, tout le monde au Riverside General savait que certains de leurs médecins avaient été pris dans un scandale sexuel. Ils ne connaissaient pas encore tous les détails, mais ils en savaient assez pour commencer à chuchoter dans les salles de pause et les ascenseurs. Tessa est rentrée ce soir-là, l'air abasourdi. Nick, des rumeurs circulent à l'hôpital. Des rumeurs folles à propos d'une sorte d'enquête. Quel genre de rumeurs? Quelque chose à propos de médecins impliqués dans des activités inappropriées. Faute professionnelle. L'administration ne dit pas grand-chose, mais les gens parlent. J'ai levé les yeux de mon journal avec une innocence étudiée. Ça ressemble au drame habituel de l'hôpital. Tu sais comment les gens aiment les ragots. Mais et si ça m'affecte? Et si les gens pensent que je suis impliqué d'une manière ou d'une autre? Chérie, tu as été en Afrique pendant 3 mois à soigner des patients atteints d'Ebola. Comment pourrais-tu être impliqué dans des ragots d'hôpital? Elle m'a regardé fixement pendant un long moment et j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle commençait à réaliser que ses mensonges soigneusement construits étaient sur le point de s'effondrer. Nick, nous devons parler. De quoi? De nous? De notre mariage? De certaines choses que je dois te dire. J'ai plié mon journal et lui ai accordé toute mon attention. Je t'écoute. Mais avant qu'elle ne puisse parler, mon téléphone a vibré. Un texto de Julia. Owen a été suspendu en attendant l'enquête. Ça commence. J'ai souri à ma femme. Désolé, chérie. Qu'est-ce que tu disais? Le gala annuel de l'hôpital Riverside General était prévu pour le samedi suivant. 500 membres de l'élite médicale de la ville se réunissant au centre des congrès de Riverside pour célébrer une autre année de guérison, d'innovation et d'excellence professionnelle. En temps normal, Tessa et moi y aurions assisté ensemble, souriant pour les photos et bavardant sur les avancées médicales et la politique hospitalière. Mais les circonstances n'étaient pas normales. Je ne pense pas que nous devrions y aller, a dit Tessa, arpentant notre chambre pendant que j'ajustais ma cravate. Avec toutes les rumeurs et l'enquête, il vaudrait peut-être mieux faire profil bas. N'importe quoi. Tu es l'un des médecins les plus respectés de l'hôpital.
Te cacher ne ferait que donner l'impression que tu as quelque chose à te reprocher. La vérité, c'est que je la voulais là. Je les voulais tous là, parce que ce soir allait être la nuit où tout éclaterait. Julia et moi avions passé la semaine à nous préparer. Nous avions divulgué des informations soigneusement sélectionnées à des membres clés du personnel de l'hôpital, nous assurant que les rumeurs iraient bon train au début du gala. Nous avions également préparé une présentation spéciale qui serait difficile à ignorer. Le centre des congrès était décoré aux couleurs du Riverside Général, banderoles bleues et argentées, tables élégantes et une scène où le Dr Hartwell prononcerait son discours annuel. J'ai immédiatement repéré Owen Grant. Il avait l'air nerveux, vérifiant constamment son téléphone et évitant le contact visuel avec les autres participants. Le docteur Alexis Voss était plus difficile à trouver, mais je l'ai finalement aperçu au bar, entouré d'un petit groupe de participants de son programme de « formation continue ». Ils étaient blottis les uns contre les autres comme des conspirateurs, ce qu'ils étaient, je suppose. Nick, s'est approché le docteur Patricia Hendricks avec un sourire chaleureux. Content de te voir ici. Comment Tessa s'adapte-t-elle à son retour? Elle va bien. Elle se remet encore de son aventure africaine. Le sourire du docteur Hendricks a légèrement vacillé. Oui, eh bien, je suis sûr que la transition a été difficile. Intéressant. La nouvelle se répandait plus vite que je ne l'avais prévu. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, serrant des mains et bavardant tout en gardant un œil sur les acteurs clés. Tessa était de l'autre côté de la pièce, parlant avec animation à un groupe d'infirmières qui semblaient nettement mal à l'aise. Owen était toujours seul, sirotant ce qui ressemblait à son 4e verre de la soirée. À 20h, le docteur Hartwell est monté sur scène pour prononcer son discours annuel. Il a parlé d'excellence médicale, d'intégrité professionnelle et de l'importance de maintenir la confiance du public dans les institutions de santé. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au scalpel. Cette année a apporté des défis et des opportunités, a déclaré le docteur Hartwell, sa voix portant à travers la salle de bal bondée. Il nous a été rappelé que notre profession exige les plus hauts standards de conduite éthique, tant dans notre pratique médicale que dans nos vies personnelles. Des murmures ont parcouru l'auditoire. Tout le monde savait que quelque chose se préparait. C'est pourquoi j'annonce ce soir que le Riverside Général mettra en œuvre de nouvelles politiques concernant la conduite professionnelle et les programmes de formation continue. Nous examinerons toutes les activités de formation externe pour nous assurer qu'elles répondent à nos normes de développement professionnel. Les murmures se sont faits plus forts. À une table près de l'avant, j'ai vu le docteur Voss pâlir. Mais le docteur Hartwell n'avait pas fini. Nous mènerons également un examen complet de tous les membres du personnel qui auraient pu participer à des activités qui compromettent leur intégrité professionnelle ou violant notre code d'éthique. Maintenant, les murmures sont devenus de véritables conversations. Les gens regardaient autour d'eux, essayant d'identifier qui pourrait être impliqué dans le scandale qui se préparait. C'est alors que je suis passé à l'action. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le microphone qui avait été installé pour les questions du public. Le docteur Hartwell a semblé surpris mais m'a fait signe de continuer. Merci, docteur Hartwell. Je suis Nick Ellery, de la sécurité informatique. J'ai une question sur l'examen de la conduite professionnelle que vous avez mentionné. Oui, monsieur Ellery. Je me demande si cet examen inclura les membres du personnel qui ont participé à ce qu'ils appellent des séminaires de formation continue, qui sont en réalité des fêtes libertines élaborées, financées par des frais d'adhésion et organisées par le docteur Alexis Voss. Le silence qui a suivi était assourdissant. 500 personnes ont retenu leur souffle simultanément. Le visage du docteur Hartwell a changé plusieurs fois de couleur. M. Ellery, ce n'est pas le forum approprié pour. En fait, docteur, je pense que c'est le forum parfait, car j'ai des documents montrant que plus de 40 membres du personnel de plusieurs hôpitaux ont participé à ces activités, y compris des dossiers financiers, des photographies et des preuves de chantage. La salle a explosé. Les gens étaient debout, criant des questions, sortant leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait. J'ai vu Tessa de l'autre côté de la salle, le visage blanc de choc et d'horreur. De plus, ai-je continué, ma voix portant par-dessus le chaos, j'ai la preuve que certains participants, y compris ma propre femme, le docteur Tessa Ellery, ont menti sur leurs activités professionnelles. Le docteur Ellery a prétendu soigner des patients atteints d'Ebola en Afrique de l'Ouest alors qu'elle participait en réalité à ces fêtes libertines à Portland, Oregon. C'est là qu'Owen Grant a perdu le contrôle. Il s'est frayé un chemin à travers la foule vers la scène, le visage rouge de rage et d'alcool.
Espèce de salaud. Vous n'avez pas le droit de. J'ai tous les droits, ai-je dit, m'éloignant du micro pour le confronter. J'ai le droit d'exposer les menteurs, les tricheurs et les maîtres chanteurs. J'ai le droit de protéger mes enfants de parents qui pensent que les vœux de mariage ne sont que des suggestions. Owen m'a balancé un coup de poing. Je m'y attendais. J'ai esquivé son coup maladroit et j'ai attrapé son poignet, utilisant son élan pour le faire pivoter et lui tordre le bras derrière le dos. 16 ans de mariage ne m'avaient pas fait oublier mon entraînement militaire. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé à la foule de spectateurs choqués. Voici le docteur Owen Grant, cardiologue et briseur de foyer. Il a une liaison avec ma femme depuis 4 mois pendant que sa propre femme s'occupe de leurs enfants. J'ai relâché Owen, qui a trébuché et a failli tomber. Il a regardé la salle, les centaines de personnes qui le fixaient avec dégoût et fascination. C'est de la folie, a-t-il balbutié. Tu es fou. Tessa, dis-leur que c'est de la folie. Mais Tessa était déjà partie. Je l'ai vu se frayer un chemin à travers la foule vers la sortie, désespéré d'échapper à l'humiliation. Le docteur Voss a essayé de la suivre, mais Julia Grant s'est mise sur son chemin. Docteur Voss, a dit Julia, sa voix portant clairement dans la salle. Je crois que vous avez quelque chose qui appartient à mon mari et à moi. Environ 50 000 $ de quelque chose. La foule se régalait. Les professionnels de la santé aiment le drame autant que n'importe qui d'autre, surtout quand il implique des collègues qu'ils ont toujours soupçonnés d'être corrompus. Les gardes de sécurité se dirigeaient vers la scène, mais le docteur Hartwell leur a fait signe de reculer. Il est retourné au micro. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est préférable de mettre fin aux festivités de ce soir. Merci de votre présence, et veuillez conduire prudemment. Alors que les gens commençaient à sortir, je me suis retrouvé entouré de membres du personnel de l'hôpital me posant des questions, m'offrant leur soutien et partageant leurs propres soupçons sur les participants au programme du Dr Voss. Nick, m'a dit le docteur Patricia Hendricks en me prenant à part. Je n'avais aucune idée de tout ça. De Tessa, des liaisons, des mensonges. La plupart des gens ne savaient pas. C'était le but. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai regardé la salle de bal qui se vidait, les visages choqués et les conversations chuchotées qui alimenteraient les ragots de l'hôpital pendant des mois. Maintenant, je vais finir ce que j'ai commencé. L'histoire a déferlé sur les réseaux sociaux avant même que je ne rentre du gala. Quelqu'un avait enregistré mon discours et la crise de nerfs d'Owen, et en quelques heures, le hashtag Riverside Scandale était en tendance localement. Le dimanche matin, les chaînes d'information locales l'appelaient le Medgate et diffusaient des reportages sur la corruption dans la communauté médicale de la ville. J'ai trouvé Tessa assise à la table de notre cuisine, portant toujours sa robe de gala, fixant son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Nick, s'il te plaît. Nous devons en parler rationnellement. Rationnellement? Tu veux discuter d'un comportement rationnel. Je me suis versé un café et me suis assis en face d'elle. Commençons par la décision rationnelle de mentir sur le traitement de patients atteints d'Ebola alors que tu baisais en fait ton collègue dans des chambres d'hôtel à Portland. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'était juste censé être une pause. Une chance de faire le point. Faire le point sur quoi, Tessa? Sur la façon de dépenser 8 000 $ de l'argent des études de nos enfants en frais d'adhésion à un club de libertinage? Elle a semblé sincèrement choquée. Comment es-tu au courant de l'argent? Je suis au courant de tout. Les paiements à Alexis Voss, le chantage, les photographies, les vidéos, tout. J'ai fait glisser un dossier en manie sur la table. Ton petit ami Owen a été suspendu en attendant l'enquête. Le docteur Voss fait face à des accusations criminelles pour extorsion. Et tu es sur le point de perdre ta licence médicale pour violation de l'éthique. Tessa a ouvert le dossier et a vu des copies de toutes les preuves que j'avais rassemblées. Dossier financier, photographies, SMS, reçus d'hôtel, toute sa vie secrète étalée en noir et blanc. Tu as engagé un détective privé. J'ai engagé un professionnel pour trouver la vérité. Quelque chose que tu sembles avoir oublié comment faire. Nick, je sais que tu es en colère, mais pense aux enfants. Pense à notre famille. Je pense aux enfants. Je pense qu'ils méritent mieux qu'une mère qui leur ment en face en prétendant sauver des enfants africains alors qu'elle détruit en fait sa propre famille. C'est à ce moment-là que Maddie est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours en pyjama. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des camions de presse dehors?
Tessa et moi nous sommes regardés. Dans toute notre planification de destruction mutuelle, nous avions en quelque sorte oublié que nos enfants se retrouveraient pris entre deux feux. « Assieds-toi, ma chérie », ai-je dit. « Nous devons t'expliquer certaines choses. » L'heure qui a suivi a été la plus difficile de ma vie. Expliquer à sa fille de 15 ans et à son fils de 13 ans que leur mère vivait un mensonge depuis des mois, que le mariage de leurs parents était terminé et que leur famille était sur le point de faire la une des journaux locaux, n'était couvert par aucun manuel parental que j'avais lu. Maddie l'a mieux pris que Will. Elle avait hérité de suffisamment de ma nature méfiante pour avoir senti que quelque chose n'allait pas. Will est resté assis là, serrant sa Nintendo Switch, et essayant de traiter des informations qui auraient dérouté des adultes. Alors, maman n'a pas vraiment aidé les gens malades en Afrique, a demandé Will. Non, mon grand, elle ne l'a pas fait. Et toi et maman, vous allez divorcer? Oui. Et tout le monde va le savoir parce que c'est aux informations? Probablement. Will a hoché lentement la tête. Ça craint. Oui, ça craint vraiment. Tessa a essayé de s'expliquer, de justifier ses actions, de minimiser les dégâts. Mais les enfants n'étaient pas stupides. Ils comprenaient la trahison, même s'ils ne comprenaient pas les complications adultes qui y avaient conduit. Le lundi matin, l'histoire avait explosé au-delà des nouvelles locales. Les scandales d'éthique médicale impliquant des fêtes libertines et du chantage étaient apparemment irrésistibles pour les médias nationaux. CNN a diffusé un segment sur la faute professionnelle dans le secteur de la santé. Fox News l'a appelé « faute médicale du cœur ». L'hôpital recevait des appels de journalistes de tout le pays. J'ai pris une semaine de congé pour m'occuper des avocats, des journalistes et du chaos général qui accompagne le fait de devenir accidentellement le centre d'une nouvelle nationale. Mon téléphone sonnait constamment, avec des demandes d'interview, des offres de contrats de livres et des appels d'autres conjoints trahis qui voulaient des conseils pour démasquer leurs partenaires infidèles. Les procédures judiciaires ont avancé plus vite que prévu. Tessa a engagé un avocat spécialisé en divorce coûteux, spécialisé dans les affaires très médiatisées, mais les preuves contre elle étaient accablantes. Julia et moi avions tout documenté si minutieusement qu'il n'y avait aucune place pour le déni ou la négociation. Monsieur Ellery, m'a expliqué mon avocate, Lisa Chang, lors d'une de nos réunions, l'équipe juridique de votre femme essaie de faire valoir que les preuves ont été obtenues illégalement. Il invoque une atteinte à la vie privée. Tout ce que nous avons trouvé était soit un document public, soit fourni par des participants consentants. Rien n'a été piraté, volé ou obtenu par une surveillance illégale. C'est ce que je leur ai dit. Ils essaient également de faire valoir que l'exposition publique de l'affaire constitue une détresse émotionnelle et une diffamation. Elle s'est diffamée elle-même en mentant sur le traitement de patients atteints d'Ebola. J'ai juste fourni la preuve photographique qu'elle mentait. La bataille pour la garde a été plus compliquée. Les avocats de Tessa ont fait valoir que malgré ses manquements personnels, elle était toujours une mère compétente qui méritait la garde partagée. Mes avocats ont fait valoir qu'on ne pouvait pas confier le bien-être émotionnel de ses enfants à quelqu'un qui pouvait leur mentir en face pendant des mois sur ses activités professionnelles. Les enfants ont facilité la décision en refusant de rester à l'appartement de Tessa. Maddie était assez âgée pour choisir où elle voulait vivre, et Will a suivi l'exemple de sa sœur. Ils étaient en colère, blessés et se sentaient trahis par les mensonges de leur mère. « Je ne veux pas la voir », a dit Maddie au conseiller du tribunal de la famille. Elle nous a menti sur tout. Comment savoir si elle ne mentira pas sur d'autres choses? Pendant ce temps, les conséquences professionnelles s'accumulaient. Le docteur Voss a été arrêté pour extorsion. Owen Grant a été renvoyé de son poste et faisait face à des auditions devant le Conseil de l'Ordre des médecins qui mettraient probablement fin à sa carrière. Tessa a été suspendue en attendant l'enquête et faisait face à des conséquences professionnelles similaires. Le scandale de la « formation continue » avait révélé la corruption dans plusieurs hôpitaux. Les conseils de l'Ordre des médecins de tout l'État examinaient les licences de toutes les personnes impliquées. Plusieurs participants avaient déjà démissionné plutôt que de faire face à une discipline professionnelle. Mais je n'avais pas encore fini. 3 mois après le gala, j'étais assis dans le bureau de mon avocate, examinant le règlement final du divorce, quand Lisa Chang m'a tendu une enveloppe qui avait été livrée par coursier. C'est de l'avocat de Tessa. Elle veut vous rencontrer en privé. Pourquoi faire? Elle n'a pas précisé, mais je soupçonne qu'elle va tenter une dernière manipulation pour sauver quelque chose de ce désastre. J'ai trouvé Tessa qui attendait au Riverside Park, au même endroit où Julia et moi avions planifié pour la première fois notre campagne de destruction mutuelle. Elle avait une mine affreuse, maigre, pâle,
et portait des vêtements qui suggéraient que sa situation financière s'était considérablement détériorée. Nick, merci d'être venu. Que veux-tu, Tessa? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Ce n'est pas juste du jargon d'avocat. Je veux que tu saches que je comprends ce que je t'ai fait, aux enfants, à notre famille. D'accord. Tu es désolé. C'est tout? J'ai aussi peur. Le Conseil de l'ordre va révoquer ma licence. Je ne pratiquerai plus jamais la médecine. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma famille, ma réputation. Il ne me reste plus rien. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de tromperie. Mais elle avait juste l'air brisé. Tu as fait tes choix, Tessa. Les actions ont des conséquences. Je sais, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé comme une simple excitation, quelque chose de différent. Alexis a fait en sorte que ça paraisse sophistiqué, comme si nous explorions notre développement personnel. Le développement personnel par l'adultère et le mensonge à tes enfants. Je sais comment ça sonne. Je sais ce que ça a l'air. Mais je me noyais, Nick. Je me sentais piégé dans notre routine, dans notre vie. Je me sentais invisible. Alors, tu as décidé de devenir visible en rejoignant un club de libertinage et en mentant sur le traitement d'enfants mourant en Afrique. Elle a tressailli. Quand tu le dis comme ça semble monstrueux. C'était monstrueux. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant les joggeurs et les promeneurs de chiens profiter de l'après-midi de printemps. Des gens normaux menant une vie normale, sans scandale ni trahison. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu vis avec les conséquences de tes choix. Tu trouves une nouvelle carrière, peut-être dans une autre ville où les gens ne connaissent pas ton histoire. Tu essaies de reconstruire une sorte de relation avec tes enfants, s'ils te le permettent. Et tu apprends à vivre avec le fait que tu as détruit un mariage de 16 ans pour quelques mois d'excitation. Et toi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui m'arrivait maintenant? La vengeance était complète. Tessa avait perdu sa carrière, sa réputation et sa famille. Owen Grant faisait face à des conséquences similaires. Le docteur Voss faisait face à des accusations criminelles. Toutes les personnes impliquées dans le scandale avaient été exposées et punies. Mais la vengeance, je le découvrais, était comme une chirurgie. Elle pouvait enlever le tissu malade, mais elle ne pouvait pas guérir la blessure sous-jacente. Je vais me concentrer sur l'éducation de nos enfants et les aider à comprendre que les choix de leur mère ne les concernent pas. Je vais continuer ma carrière et peut-être écrire un livre sur toute cette expérience. Et finalement, je vais essayer de trouver quelqu'un qui comprend que les vœux de mariage signifient réellement quelque chose. Tessa s'est mise à pleurer. Je t'aimais, Nick. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être, mais l'amour sans respect, sans honnêteté, sans engagement n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste de la commodité avec des émotions attachées. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Tessa, je veux que tu saches que je ne te déteste pas. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste déçu. Tu avais tout. Une carrière que tu aimais, des enfants qui t'adoraient, un mari qui aurait tout fait pour toi, et tu as tout jeté pour quelque chose qui n'était même pas réel. Ça semblait réel à l'époque. C'est ça le problème. Tu as confondu le sentiment avec la réalité. Tu as confondu l'excitation avec le bonheur. Tu as confondu le secret avec la sophistication. Et maintenant, tu dois vivre avec la réalité de ces confusions. Je me suis éloigné d'elle, assise seule sur ce banc de parc, pleurant sur les décombres d'une vie qu'elle avait détruite par ses propres choix. Le divorce a été finalisé 2 semaines plus tard. J'ai eu la maison, la garde principale des enfants et la plupart de nos biens. Tessa a obtenu un petit règlement et des droits de visite supervisés qu'elle a rarement exercés. 6 mois après le gala, j'ai aidé Maddie avec ses candidatures à l'université quand elle a posé la question que je redoutais. Papa, penses-tu que maman redeviendra normale un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Je l'espère. J'espère qu'elle apprendra de tout ça et trouvera un moyen d'être heureuse sans blesser les autres. Penses-tu que tu te remarieras un jour? Peut-être un jour, mais pas avant d'être sûr de pouvoir faire entièrement confiance à quelqu'un. Et pas avant que toi et Will soyez prêts pour ce genre de changement dans notre famille. Et si nous ne sommes jamais prêts? J'ai ri.
Alors je suppose que je serai un père célibataire très dévoué. Will a levé les yeux de son jeu vidéo. Papa, est-ce que tu nous mentirais un jour comme maman l'a fait? Non, mon grand. Je te promets que je ne te mentirai jamais sur quoi que ce soit d'important. Si tu me poses une question, tu auras une réponse honnête, même si ce n'est pas la réponse que tu veux entendre. Même si la vérité craint. Surtout si la vérité craint. Parce que les mensonges finissent toujours par tout aggraver. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, je me suis assis dans mon bureau, examinant les derniers documents de la procédure de divorce. Tout était réglé. La vengeance était complète. La justice, telle qu'elle était, avait été rendue. Mais en regardant la maison où nous avions élevé nos enfants, où nous avions célébré les anniversaires et les vacances, où nous avions construit ce que je pensais être une vie ensemble, j'ai réalisé que la vengeance était une victoire creuse. J'avais détruit les personnes qui m'avaient trahi, mais je ne pouvais pas reconstruire ce qu'elles m'avaient pris. Je ne pouvais pas restaurer la confiance, l'innocence, la croyance que les personnes que l'on aime choisiront toujours de protéger plutôt que de détruire ce que l'on a construit ensemble. Le scandale m'avait rendu localement célèbre. Les journalistes appelaient encore de temps en temps pour avoir des nouvelles de l'affaire Medgate. J'avais été invité à parler à des conférences sur l'éthique au travail et l'importance de l'intégrité professionnelle. Un éditeur m'avait proposé un contrat de livre pour raconter mon histoire en détail, mais la célébrité bâtie sur la destruction personnelle me semblait vide. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu quelque chose d'essentiel dans le processus. La capacité de faire confiance complètement, d'aimer sans réserve, de croire que les gens sont fondamentalement bons. C'était peut-être ça, le vrai coup de la vengeance. Pas seulement la destruction de ses ennemis, mais l'endurcissement de son propre cœur contre toute vulnérabilité future. Ou peut-être que c'était simplement le prix à payer pour grandir, pour apprendre que le monde est plus compliqué et cruel qu'on ne voulait le croire. Quoi qu'il en soit, c'était fini. Tessa avait déménagé dans un autre état pour recommencer à zéro. Owen Grant avait perdu sa licence médicale et travaillait comme représentant pharmaceutique. Le docteur Voss purgeait une peine de 18 mois dans une prison fédérale pour extorsion et fraude postale. Les enfants allaient bien en thérapie, apprenant à gérer leur colère et leur déception de manière saine. Maddie avait été acceptée dans 3 universités et prévoyait d'étudier le journalisme. Will avait rejoint le club de robotique de l'école et parlait de devenir ingénieur. La vie allait de l'avant, comme la vie le fait toujours, portant les cicatrices mais pas les blessures ouvertes de la trahison et de la vengeance. J'ai fermé le dossier contenant les derniers documents juridiques et je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Puis je suis monté à l'étage pour voir mes enfants, les 2 personnes au monde qui comptaient plus que n'importe quel mariage, n'importe quelle carrière, n'importe quelle vengeance. Ils dormaient tous les 2, en sécurité dans leur lit, rêvant d'un avenir qui ne serait pas défini par les échecs de leurs parents. C'était suffisant. C'était tout.